Chers collègues, je vous propose que nous reprenions nos travaux cet après-midi. Donc, la dernière audition qui va conclure une semaine de travaux intensifs consacrés au projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Donc, nous avons commencé, bien sûr, lundi avec la ministre et de nombreux échanges. Et je tiens sincèrement à vous remercier les uns et les autres pour la hauteur de nos travaux et le respect qui a prévalu à tous nos échanges. Donc ce climat studieux va se poursuivre puisqu'aujourd'hui nous auditionnons pour cette dernière audition de la semaine, sachant que nous reprendrons mardi, nous auditionnons la Convention citoyenne qui est représentée par le président du CESE, Thierry Baudet, par Claire Toury, qui a eu l'organisation de cette Convention citoyenne, et deux citoyens qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, Soline Castel et Jean-Michel Poncet, qui nous diront, eux, leur ressenti et la façon dont ils ont travaillé pendant cette période que je qualifie d'extraordinaire pour eux, mais aussi, je le crois, pour la démocratie. Donc, je vous propose que pour le CESE, donc c'est-à-dire à la fois Monsieur Baudet et Madame Toury, vous répartissiez 10 minutes, vous partagez tous les deux, mais que chacun de nos citoyens qui a représenté, j'allais dire, le panel de ce que nous sommes pendant cette convention citoyenne puisse s'exprimer le temps qu'il souhaite dans un maximum, malgré tout, de 10 minutes, parce que l'important, c'est que nous puissions avoir un échange. Et je sais que pour vous, c'est aussi un jour important, puisque le président de la République, dans son, j'allais dire, engagement de redevabilité des travaux qui ont été les vôtres, vient ce soir, en fin d'après-midi, au CESE, et je pense que vous souhaitez être là pour l'accueillir. Je pense que c'est important. Donc, on vous libérera vers 16 h. Monsieur Baudet, la parole pour vous. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les députés, merci de votre invitation. Moi, je vais vous rappeler un peu comment les choses se sont mises en place. Bien sûr, vous en souvenez, le 13 septembre 2022, à la suite d'un avis du Comité consultatif national d'éthique, le président de la République indiquait qu'il souhaitait un débat national sur la fin de vie. Et en suivant, la Première ministre, Elisabeth Borne, a saisi le Conseil économique, social et environnemental dans le cadre de la loi organique de 2021 qui réformait le CESE et qui fait de notre Assemblée le carrefour des consultations publiques. Donc nous avons été saisis d'une question précise. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Saisis de cette question, nous avons constitué en notre sein une commission temporaire qui a permis d'émettre un avis au nom de la société civile organisée. Vous avez d'ailleurs cette semaine auditionné le président et le rapporteur de la commission qui ont émis cet avis, Albert Riesenthaler et Dominique Joseph. Et puis, nous avons constitué, par tirage au sort, une convention citoyenne. Alors, je dois préciser que dans notre esprit, il ne s'agissait pas pour nous, à travers le tirage au sort, de parvenir à un objectif, j'allais dire, de représentativité au sens statistique de la société française. L'objectif qui était le nôtre à travers le tirage au sort, c'était de refléter la diversité de la société française. Pour ce faire, le tirage au sort était pondéré en fonction d'un certain nombre de critères assez classiques, des critères de genre, d'âge, de géographie, avec une attention particulière aux Outre-mer. On a été attentif aussi au CSP et au niveau de diplôme. On a procédé donc au tirage au sort et nous avons constaté que nous avions une difficulté à toucher les populations les plus précaires, notamment parce que certains de nos concitoyens, par exemple, n'ont pas de téléphone. Et nous avons complété, j'allais dire, le tirage au sort en nous rapprochant de l'association ATD Quart Monde,
qui nous a aidés à recruter 6 citoyens en situation de grande précarité. Donc, entre le tirage au sort et le concours d'ATD Quart Monde, nous avons, pardon pour le terme, recruté 185 citoyens. Pour piloter cette convention citoyenne, le Conseil a constitué un comité de gouvernance composé de 14 membres, 6 conseillers du CESE, 2 enseignants-chercheurs spécialisés dans les questions de participation citoyenne, une philosophe, 2 membres du comité consultatif national d'éthique, dont son président Jean-François Delfraissy, un membre issu du Conseil national des soins palliatifs et de la fin de vie, la déléguée générale, et puis vous vous souvenez qu'il y avait eu une convention citoyenne précédente, il y avait une première expérience sur le climat. On a aussi souhaité que le comité de gouvernance soit composé de 2 citoyens qui avaient participé à la convention précédente pour qu'ils puissent nous faire part de leur expérience. C'est Claire Toury, membre du CESE, qui a pris la présidence de ce comité de gouvernance. Parallèlement, nous avons constitué ce que nous appelons un collège de garants. Le collège de garants avait pour fonction, en contact direct avec les citoyens, de veiller au respect d'un certain nombre de principes essentiels quand on se engage dans un dispositif comme celui-là. Par exemple, des questions de transparence des débats, les questions de respect de toutes les paroles prononcées. Et ces garants, c'était 4 personnalités non françaises, une italo-américaine, une italienne, un belge et un suisse qui avaient déjà participé dans d'autres pays à des expériences de cette nature. La première mission ou les premières missions du comité de gouvernance, avant que les citoyens tirés au sort rejoignent le Conseil pour une première session, ça a été de structurer et de cadrer les grandes phases de la Convention. Globalement, pour dire les choses un peu rapidement, les travaux ont été structurés en 3 phases. Une première phase qu'on a appelée d'appropriation du sujet par les membres de la Convention citoyenne. Une deuxième phase dite de délibération. Et une troisième phase qui était une phase dite de restitution pour que les citoyens puissent élaborer un rapport. La deuxième mission très importante pour le comité de gouvernance, c'était de constituer à l'attention des citoyens un socle documentaire qui allait permettre d'entrer dans le sujet avec tout type de support, tout type de format. Et ce socle documentaire a été notamment bâti par le comité de gouvernance avec le concours très fort du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et puis enfin, il y a une troisième mission qui était importante pour le comité de gouvernance, c'était de s'assurer du bon fonctionnement de cette convention citoyenne. Pour faire délibérer des citoyens, il faut une méthodologie assez précise et assez rigoureuse. Et le comité de gouvernance avait notamment pour mission de piloter, en quelque sorte, les quelques prestataires auxquels nous avons fait appel pour nous aider à animer les débats et pour piloter également la trentaine d'administrateurs et d'agents du CESE qui étaient mobilisés en permanence. Donc voilà pour le cadre général. Et mes tout derniers mots seront pour dire que la Convention citoyenne s'est déroulée sur 4 mois, de décembre 2022 à mars 2023. Les citoyens se sont mobilisés pendant 9 week-ends de 3 jours de travail. Ils étaient le premier jour 185 sur la ligne de départ. Ils étaient 184 sur la ligne d'arrivée. La 185e personne était demandeuse d'emploi quand elle a été recrutée. Elle a trouvé un emploi et elle a privilégié naturellement son emploi. Un sentiment personnel pour conclure. Il me semble qu'un consensus assez large s'est établi pour considérer que cette convention citoyenne est une réussite. Une réussite sur le fond, je ne vais pas développer. La réussite sur le fond, elle est liée au travail
remarquable des citoyens. Et je crois une réussite sur la forme parce que nous avons des méthodologies, je crois, solides, éprouvées, ce qui ne signifie pas naturellement qu'il n'y a pas encore de marge de progrès, mais il me semble que tant sur le fond que sur la forme, la Convention citoyenne a pu travailler de manière efficace. Madame Toury. Bonjour. C'est marrant, on a toujours des problèmes. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation à échanger avec vous cet après-midi. C'est vrai que pour nous, c'est un week-end, enfin on n'est pas encore en week-end, mais c'est un week-end important parce que on est en train de clore une étape de notre vie, je crois, d'une certaine façon. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, peut-être. Alors, pour compléter ce que Thierry Baudet a dit, et puis sans aller sur le fond, parce que Soline et Jean-Michel le feront très bien, moi, ce que je retiens de cet exercice démocratique, c'est que c'est ce qu'on a beaucoup dit, c'est que c'est un tour de force démocratique qu'on a réussi à vivre. C'est une aventure qui est très difficile à expliquer quand on n'a pas été à l'intérieur, parce que ça croise plein de choses. Ça croise une qualité des débats absolument remarquable, mais aussi une capacité à donner de soi-même pour quelque chose qui nous dépasse un peu, pour l'intérêt général, d'une certaine façon. Et ça, c'est une chance incroyable de pouvoir vivre ça dans sa vie. Et en ça, je pense que c'est un tour de force démocratique qu'on a réussi à construire pour cette raison, mais aussi parce que, et je pense qu'on manque cruellement de ça dans notre société, donc je vais insister là-dessus pendant les quelques minutes qui me seront octroyées, parce que cette convention citoyenne, elle a dégagé une majorité claire. À la question posée par la Première ministre que Thierry Baudet a rappelé, une réponse claire a été posée par les citoyens et les citoyennes de cette convention. Donc il n'y a aucun débat, une réponse claire a été posée. Une majorité claire s'est dégagée. En revanche, et c'est ça qui fait que cet exercice a été extrêmement puissant et que le rapport nourrit, à mon avis, nous nourrit toutes et tous, une majorité claire se dégage sans faire fi de la nuance. C'est quand même assez rare dans notre société de pouvoir affirmer une chose pareille. Donc je veux vraiment insister là-dessus, dégager une majorité claire tout en assumant la nuance, tout en assumant que la question de la fin de vie ne se traite pas par oui ou par non, mais par tout un tas de complexités, et c'est ça qui fait la beauté de l'exercice démocratique qu'on a vécu. Comment on a commencé le travail? On s'est dit tout de suite, au sein du comité de gouvernance, que la question de la fin de vie, contrairement à d'autres sujets, était un sujet de controverse. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas quel est le plus petit dénominateur commun. Ça n'a pas d'intérêt de faire une convention citoyenne pour ça. Le sujet, c'est de poser ensemble, à 184, enfin 185 puis 184, ce qui fait, quand on parle de la fin de vie, convergence, ce sur quoi on converge, enfin ce sur quoi les citoyennes et les citoyens convergent, qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui fait qu'on est toutes et tous d'accord, quasiment toutes et tous d'accord, et quels sont les points de divergence. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a identifié les points de divergence, parmi eux, quels sont les points de divergence qui peuvent être dépassés et quels sont ceux qui ne peuvent pas l'être. Et l'ambition de cette convention, c'était pas de trancher, parce que les choses ont toujours été très claires. Vous êtes la représentation nationale et c'est bien à vous de décider. Il n'y a jamais eu aucun malentendu sur ce point. En revanche, ce qui vous est proposé, ce qui vous a été proposé par cette convention citoyenne, c'est d'essayer d'éclairer votre décision. Voilà, c'est ça l'enjeu, éclairer votre décision. Et donc pour le faire, essayez de proposer ce qui nous semble, enfin pardon, je me l'approprie, mais à force de l'avoir entendu, ce qui nous semble être le cadre collectif partagé vers lequel on peut toutes et tous aller, le cadre collectif partagé qui peut faire de la fin de vie, et j'insiste là-dessus, un objet d'unité plutôt qu'un objet de division. Et c'est ça que je me suis dit ces dernières semaines, en lisant l'interview du président de la République, en écoutant les réactions des uns et des autres, en replongeant dans le travail des citoyens et des citoyennes de la Convention. Finalement, malgré tout ce qu'on a pu penser, malgré les apparences, malgré les a priori, la fin de vie est un sujet de rassemblement. Et alors pourquoi? Parce que sur ce sujet-là, à aucun moment, vous pouvez regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire qu'il a tort et affirmer que vous avez raison. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Après, il y a des décisions qui doivent être prises. On vit en société, c'est bien ça l'enjeu. Vivre en société, ça veut dire prendre des décisions. Et ça, c'est votre responsabilité, bien sûr. Donc moi, je pense que c'est absolument nécessaire qu'on avance. C'est ça qui est attendu. Mais on ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux qui
pense contrairement à vous sur la fin de vie et lui dire qu'il a tort ou affirmer que vous avez raison. Et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et sans aller beaucoup plus loin sur le fond, puisque Soline et Jean-Michel le feront, c'est ça qu'on a réussi à faire dans cette convention. Et mon dernier mot sera celui-ci. Sur le résultat par rapport à l'aide à mourir, une partie assez conséquente de la Convention a voté en faveur, donc 75% se sont exprimés en faveur de l'aide à mourir, 25% de la Convention s'est exprimé en défaveur de l'aide à mourir, mais toutes et tous ont tenu à voter le rapport. Il n'y a pas eu un rapport minoritaire. Et la question s'est posée. La question s'est posée, faut-il un rapport minoritaire? Et les conventionnels issus de la minorité, entre guillemets, nous ont dit surtout pas. Nous, on fait partie de cette convention citoyenne. Et donc, nous, on a contribué à la construire. On a contribué à construire ce rapport. Et précisément parce que la nuance est posée, que les points de vue sont exprimés clairement, on tient à le voter. Et ça, voilà, puisque l'ambition, à chaque fois, c'est quand même de réussir à faire société, peut-être que ce sujet éminemment difficile nous permettra de faire davantage société. Merci. Madame Castel. Bonjour à tous. Alors, pour cocher les cases du tirage au sort, donc je suis Soline Castel et je viens du milieu rural. Je suis salariée et mère de famille. Et je suis avec... Jean-Michel Poncet. Non. Ah, parce qu'il faut que j'éteigne. Peut-être. On avait prévu de parler, non pas à quatre mains, mais effectivement à deux voix. Jean-Michel Poncet, moi je suis sur Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis à mon compte et enfin, non pas de vie, mais de carrière, heureusement. Voilà. Le jeu du micro, il va falloir que si bon, vous parlez... Voilà. Moi, je vais vous présenter la première partie de notre rapport, donc c'est-à-dire notre conviction commune. La question qui a été posée, je la rappelle, le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc ça, c'est avec ça qu'on a démarré la Convention citoyenne. On a auditionné une 60aine d'experts voilà, au fil des mois et des week-ends. Ce qui en est ressorti, et pour le coup, on est une écrasante majorité à valider cette conviction commune, c'est l'importance du respect du choix et de la volonté du patient. C'est le développement de l'accompagnement à domicile, la garantie des budgets nécessaires à l'accompagnement de la fin de vie, un accès aux soins palliatifs pour toutes et tous et partout, assurer l'égalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie, informer le grand public, renforcer la formation des professionnels de santé, améliorer l'organisation du parcours de soins de la fin de vie et intensifier l'effort de recherche et de développement. Donc ces points-là, vous les retrouvez dans notre rapport qui est facilement accessible. Et en fait, c'est vraiment ça qui a porté toute la conviction commune sur la situation actuelle de la fin de vie en France. Et à partir de ces points-là, on a tiré 65 propositions. Alors, elles viennent de nous, elles sont applicables ou peut-être compliquées à appliquer. Mais en tout cas, voilà, c'est nos idées qu'on a pu vous donner. Après, prenez-les et faites-en ce qu'il est possible de faire avec la loi. Oui, cette conviction commune, c'était vraiment que, et vous avez tous vraisemblablement remarqué qu'à côté de notre rapport, j'ai eu moi l'honneur de remettre au président le 3 avril 2023, nous avions aussi fait un manifeste. Ce manifeste, c'était vraiment un cri d'alarme par rapport à notre système de santé que les Français souhaitent sauvegarder, même si évidemment il évolue et il faut le réformer. Et puis aussi évidemment dire que la parole citoyenne, à partir du moment comme on vient de l'entendre, les conditions sont réunies, il faut savoir aussi l'entendre. Alors sur la partie délicate d'une éventuelle aide active à mourir, notre rapport fait état, je vous liste rapidement les sept points clés. On pense vraiment qu'il y a
dans ce domaine-là, des situations de souffrance qui ne sont pas aujourd'hui couvertes par les possibilités d'accompagnement et par la loi. Le côté éventuel aide active à mourir qui deviendrait possible est totalement complémentaire aux soins palliatifs, évidemment, que l'on doit développer pour tous et partout. La question de la sédation profonde et continue. Moi, j'ai été surpris de ne pas avoir de possibilité de statistiques. On ne sait pas, en fait, combien de sédation profonde et continue on fait véritablement. Et évidemment, parce que cet acte est sur une crête, si je puis dire. La liberté, on en a parlé, des choix des individus nous semble effectivement fondamental dans le progrès que nous devons faire dans la société par rapport aux choix individuels et notamment sur la question de la santé. Une aide active à mourir permettrait aussi de mettre fin à des situations qui existent déjà d'euthanasie, on va dire sauvage. Et puis, finalement, m'apercevoir en creusant le sujet que certaines personnes seraient apaisées finalement lorsqu'elles sont malades et en fin de vie, de savoir qu'il y a cette ultime possibilité. On parle bien d'une ultime possibilité pour une personne qui le demande pour elle-même. Ça m'a effectivement semblé important de repérer dans la liste que je vous liste ici de notre rapport. Pour terminer, l'aide active à mourir devrait permettre une fin de vie vraiment accompagnée. On a vraiment travaillé sur 19 possibilités différentes de parcours de soins et d'accompagnement différents. Ils sont dans d'autres rapports sur la partie finale. Donc là, Jean-Michel vous a présenté les arguments favorables à l'ouverture d'une aide active à mourir. Et pour ma part, moi, je vais vous présenter les arguments défavorables. Pourquoi parce que je fais, donc, vous l'aurez compris, partie de l'écrasante minorité de la Convention citoyenne qui a voté plutôt contre l'ouverture d'une aide active à mourir. Pourquoi non? Parce que la loi actuelle Claeys-Leonetti, vous l'aurez compris, elle est mal connue et mal appliquée. Donc à partir de là, pourquoi faire une deuxième loi si la première n'a pas été appliquée correctement ou pleinement? L'aide active à mourir représente un risque pour les personnes vulnérables et ça c'est un point dont on a encore une vigilance. Voilà, demander le consentement d'une personne si elle est influencée derrière et si personne ne lui dit que sa vie mérite encore d'être vécue, même si elle en arrive à la fin, voilà à quel point son consentement est vraiment le sien. La législation du suicide assisté et de l'euthanasie représente un danger pour notre système de santé. L'aide active à mourir porte atteinte à notre modèle de société et à l'esprit de solidarité. Et le cadre d'une éventuelle loi sur l'aide active à mourir sera difficile à respecter. J'ai pu avoir l'opportunité d'aller à une conférence par la députée de ma circonscription en début de semaine, et quelqu'un me disait actuellement il y a déjà des dérives et l'ouverture de l'aide active à mourir va permettre d'arrêter ces dérives et que tout soit dans le cadre de la loi. Pour ma part, je pense qu'il y aura de nouvelles dérives qui seront autres. En effet, ce qui actuellement est dérive sera encadré par la loi et sera légal, mais évidemment qu'il y aura des nouvelles dérives parce que c'est difficile de voir la souffrance de l'autre, c'est difficile de voir quelqu'un souffrir. Et pour autant, quand on propose l'aide active à mourir, la question, c'est important de se poser cette question, la souffrance de qui on souhaite arrêter? Est-ce que c'est la souffrance de la personne ou de sa famille? Voilà, je suis pas sûre de pouvoir enlever la souffrance. C'est pas facile et il faut vivre avec, il faut apprendre à avancer. Et voilà, pour moi, c'est... Enfin, pour nous, là, je parle vraiment au nom de l'écrasante minorité. Voilà, ça nous paraissait vraiment une notion à prendre en compte. À partir de maintenant, nous allons vous parler, mais au nom de nous deux, enfin personnellement. Là, on a redit ce qu'il y avait écrit dans le rapport. Maintenant, on voulait vous faire un petit un retour sur le projet de loi qu'on a déjà pu lire. Et pour le coup, voilà, nous parlons en nos noms propres.
Alors, moi, il me semble que ce projet de loi que j'ai parcouru, et puis j'ai regardé aussi effectivement depuis lundi vos auditions et tout le travail qui est fait ici, il correspond au barycentre finalement des nuances sur l'aide active à mourir. Je parle que de ça pour l'instant, de notre rapport. Voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, le projet de loi s'est inspiré de nos travaux, j'en suis heureux, et se situe sur un point d'équilibre. Moi, je voudrais plutôt vous parler finalement de ce qui a été ma maturation dans le cadre de ces 4 mois de convention. Et puis quand on s'y intéresse, maintenant ça fait un an et demi que je suis passionné aussi par ces questions-là finalement, de fin de vie. Alors j'ai eu des expériences personnelles évidemment, comme tout un chacun qui a un petit peu de bouteille, mais voilà, je pense que sérieusement, on a eu une opportunité incroyable de rentrer dans un sujet vaste que j'ai essayé moi personnellement d'aborder de manière assez holistique, assez globale, parce que voilà, tout est en fait une histoire d'enchaînement, de causes, de conséquences. Et peut-être on peut dire un peu de poupée russe. On aborde un nœud éthique, une fois qu'on en a fait un petit peu le tour, sans avoir la prétention d'avoir des certitudes, évidemment, on découvre que dessous, il y a un autre nœud éthique. Voilà. J'aborderai peut-être juste 3 points en témoignage qui ont fait un peu évoluer vraiment ma position, n'étant pas du tout un chantre de l'aide à mourir en arrivant dans cette convention. C'est que le contexte que nous vivons actuellement est totalement historique. La révolution de la longévité est telle que voilà, des dépendances, des solitudes, des polypathologies rendent effectivement la fin de vie de beaucoup de nos compatriotes très difficile. Les progrès médicaux sont formidables, mais d'un autre côté, vivre de plus en plus vieux devient finalement de plus en plus dangereux, si je puis me permettre. Qui ne connaît pas des centenaires autour de chez soi, c'est heureux à partir du moment où effectivement, encore une fois, leur volonté est respectée. Et s'emparer avec une convention citoyenne de cette question, qui évidemment sous-tend de l'intime mais du collectif, c'est peut-être une façon assez objective de le faire, et moi j'en suis ravi, plutôt que de rester en vase clos finalement dans son cercle, et de ne pas finalement s'ouvrir à des prises de position différentes, dans le respect, encore une fois, parce que c'est ça qui fait avancer, c'est l'argumentation structurée. Donc, le premier point, c'est vraiment, vous le savez tous autour de la table, mais un contexte est totalement historique, et pourquoi effectivement pas une réponse quelque part historique, avec des maisons d'accompagnement, avec une ligne éthique sur une chose qui semble être acceptable aujourd'hui, c'est le suicide assisté, et de manière privilégiée, pour le moins possible, inviter un tiers, évidemment, à intervenir trop. L'exception d'euthanasie nous semble être par contre obligatoire, dans la mesure où certaines personnes, dans le cas de figure où elles ne pourront pas s'injecter le produit, devront être assistées. Globalement, encore une fois, je parlais d'un parcours de soins et d'accompagnement que nous avons étudié, 19 protocoles différents. C'est parce que les concitoyens veulent qu'on soit intégré, qu'on soit en fait sécurisé dans un univers professionnel qu'est l'univers médical, contrairement par exemple au modèle suisse avec des associations. Pour terminer, je dirais qu'une forme d'approche empathique nous permet de comprendre que par rapport au projet de loi actuel, dans des cas évidemment bien strictement encadrés, la société doit pouvoir apporter une possibilité ultime. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui a contribué, ces éléments-là, dans ma maturation personnelle, dans le cadre de ces 27 journées au CESE pendant la Convention,
fait voter, entre guillemets, non pas une loi, mais une évaluation pour que vous puissiez avoir de la matière sur les 75-76% dont nous parlions tout à l'heure. Et je vais conclure en 1 minute. Moi, les points que j'ai pu relever à la lecture du projet de loi, alors, c'est pas mon métier, hein. Moi, je suis dans le milieu du handicap, donc ça va peut-être être un peu simple, mais tout simplement, il y a 21 articles, j'en ai relevé 5 sur les soins d'accompagnement et 16 sur l'aide active à mourir. Comme je vous le disais, il y a eu 65 propositions que nous avons faites. Je suis sûre qu'il y a moyen d'étoffer un petit peu la partie soins d'accompagnement afin de valoriser vraiment cette partie qui est, pour ma part, extrêmement importante. Pour développer cette partie, il y a notamment l'accompagnement de la décision de l'aide active à mourir qui me paraît incomplet. On parle beaucoup du médecin qui appellera un de ses collègues, ça peut se faire en distance, on ne parle pas de psychologue, on ne parle pas de collégialité, de pluridisciplinarité, et ça me paraît être un manque dans ce projet de loi. Un autre point, c'est que la commission de contrôle, elle est a posteriori. Malheureusement, dans le cas de la mort, c'est difficile de revenir en arrière quand il y a eu une erreur. Donc, je trouve ça dommage que la commission se passe a posteriori. Je n'ai pas vu apparaître, en tout cas, de suivi et d'accompagnement des professionnels qui pratiqueraient l'aide active à mourir. Je pense que c'est une tâche qui n'est pas évidente et qu'il faut qu'elle reste pas évidente et qu'elle soit bien accompagnée. Et un autre point, alors c'est sûrement plus du symbolique. L'article 2, il est écrit qu'il y aura un reste à la charge des personnes dans le cadre des maisons d'accompagnement. À l'article 19, les frais de l'aide active à mourir seront entièrement pris en charge. J'entends bien qu'il y a le principe de l'hôtellerie dans les deux cas. Je trouve que la symbolique est pas très bonne. Voilà. Pour terminer, je voulais vous remercier du temps qui a été pris pour la rédaction de ce projet de loi. Lors de la remise du rapport à l'Élysée, j'en avais parlé avec un parlementaire qui était présent en disant que je trouvais qu'un projet de loi avant l'été me paraissait un peu rapide. Et il m'avait été répondu que on ne m'avait pas attendu pour écrire le projet de loi. Manifestement, il y a eu besoin d'un peu plus de temps et j'en suis très heureuse parce que, non pas que ça évite des décès un peu prématurés à mon goût, mais plutôt parce que ça montre la prise en compte de la complexité de ce sujet. Et voilà. Et donc, je le disais, la loi ne me convient pas entièrement, vous l'aurez compris, mais je suis très sereine et je comprends très bien pourquoi elle a été votée et les raisons de cette loi. J'espère que vous aurez un travail aussi serein que le nôtre. Merci. Merci à vous quatre pour ces propos liminaires. Je vais passer la parole à nos rapporteurs. Tout d'abord, vouloir excuser l'absence d'un de nos rapporteurs, Caroline Fiat, qui a dû repartir, mais qui tenait vraiment à ce que je puisse vous redire à quel point, lui dire à sa place à quel point elle avait trouvé vos travaux extraordinaire, mais elle a vraiment dû, une contrainte d'agenda, partir. Et je tenais à excuser son absence. Monsieur Falorni. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, je veux d'abord vous dire, Monsieur le Président du CESE et Madame la Présidente du Comité de gouvernance, combien j'imagine vous devez être fiers et vous en avez... vous avez toutes les raisons de l'être. Cette convention a été absolument remarquable sur la forme, sur le fond. Je le dis d'autant plus que j'étais sceptique lors de sa création. Et je veux saluer ce travail parce que je crois qu'il peut être demain un modèle de démocratie. Alors vous l'avez souligné, il y a effectivement les législateurs que nous sommes, les citoyens qui font leurs propositions, qui émettent leur avis. Mais sachez que vous avez en face de vous des parlementaires qui sont aussi des volontaires.
Parce que c'est la force d'une commission spéciale, c'est qu'elle est composée de députés qui ont souhaité s'engager sur le texte dans cette commission spéciale, donc de façon volontaire, et qui y prêtent un intérêt majeur. Et je crois pouvoir parler au nom de tous mes collègues en disant que, comme vous, ce sujet, il nous enrichit intellectuellement et il nous enrichit encore plus humainement. Et ce qui est passionnant, c'est que ce sujet confronte finalement la vérité avec la volonté et les convictions avec les certitudes. Je dis souvent que c'est un sujet où chacun peut avoir des convictions, j'en ai, mais où il est difficile d'avoir des certitudes. Et c'est un sujet où personne n'a la vérité, mais où tout le monde, et c'est ma conviction, doit pouvoir exprimer sa volonté, libre et éclairée. Et j'allais dire, quitte à être très réducteur, parce qu'on va parler du fond, moi je retiens 2 chiffres, néanmoins. Un avis clair, 76% pour l'aide à mourir, mais un autre chiffre tout aussi important, et les parlementaires y ont été très sensibles, c'est que 92% des conventionnels, quel que soit leur avis, ont ratifié le rapport. Alors je voudrais, parce qu'il me reste peu de temps, mais bon, c'est particulier aujourd'hui, c'est un moment important pour nous. Mais je ne veux pas amputer le temps de parole parce que beaucoup de collègues ont envie de parler. Je vais m'adresser aux 2 citoyens, aux 2 conventionnels, pardon. Je veux simplement leur poser 2 questions. Quelle approche avez-vous des conditions d'accès à l'aide à mourir telles qu'il figure dans la loi? Avez-vous des remarques sur la procédure d'aide à mourir telle que c'est aussi précisé dans la loi? En ajoutant quand même une dernière précision à Madame Castel, effectivement, vous évoquez des points de déséquilibre entre soins d'accompagnement, soins palliatifs et aide à mourir. Cela relève justement de notre travail de législateur, parce qu'il y a ce qui appartient à la loi et ce qui appartient à une stratégie décennale qui est adossée au titre 1 de cette loi et qui ne peuvent pas figurer dans la loi. Voilà, c'est ce qui explique ce que vous avez pu percevoir comme un déséquilibre, mais qui, dans la réalité, n'est pas le cas parce qu'il y a une dimension qui relève d'une politique gouvernementale qui apparaît dans la stratégie décennale. Voilà, merci en tout cas, et ces remerciements à travers vous 2 s'adressent aux 184 conventionnels. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Oui, ce que vous avez vécu, votre travail a été regardé avec beaucoup d'intérêt. Je ne fais que répéter ce qui a été écrit partout. Et cela doit nous inspirer. Nous aussi, qui sommes la représentation nationale dans notre diversité, avec effectivement des approches a priori et évolutives dans le temps. Nous avons des collègues qui évoluent encore dans leur réflexion. Moi-même, j'évolue encore dans ma réflexion. Il n'y a pas de certitude a priori. Mais nous, on va voter à la fin aussi, et il s'en dégagera ce qui s'en dégagera. Mais vous êtes un des points de départ pour beaucoup d'entre nous de nos travaux après l'avis 139 du CCNE. Mais il faudrait ajouter aussi, après l'avis de l'Académie de médecine, de l'Ordre national des médecins, etc. etc. Donc nous appuyons là-dessus pour étudier un texte. Donc nous sommes aussi à la recherche d'un équilibre, à la recherche du plus grand dénominateur commun entre nous. Monsieur le Président, ça montre aussi tout l'intérêt de votre institution. 3e assemblée, comme on la qualifie souvent, de la République, qui fait vivre la démocratie, et la démocratie en santé en particulier. Et cela doit nous inspirer aussi. Et ce que vous avez fait, alors vous n'avez pas développé les moyens qui étaient les vôtres, y compris financiers, mais cela compte, d'autant que l'expérience semble positive, est positive, et que nous sommes amenés peut-être à envisager, en tout cas le président de la République l'a dit, voilà, il souhaitait que vous remettre au travail sur d'autres thématiques. Quelques points
que je note aussi dans vos interventions. Tout d'abord, Monsieur Poncet, il me semble, vous avez évoqué l'exception d'euthanasie obligatoire. J'ai noté ça un petit peu rapidement dans vos propos, alors que nous n'avons pas lu le mot euthanasie dans ce projet de loi, mais le mot terminologie est aide à mourir. À quoi pensez-vous à propos de cette terminologie exception d'euthanasie? Et puis, deuxième élément, pour recueillir la volonté, le discernement, bien sûr, il faut en juger, mais recueillir la volonté libre et éclairée, selon la formule consacrée, du patient, qui est au cœur du processus. Quelle place envisagez-vous pour les directives anticipées? Directives anticipées en particulier au moment où on annonce le diagnostic d'une maladie grave, potentiellement incurable, qui va s'associer probablement avec des souffrances longues dans le temps, mais les choses peuvent s'arranger ou s'accélérer dans le temps. Donc les directives anticipées doivent être évolutives. Et puis, donc ça, c'est tout un processus de discussion anticipée. Je prends les 30 secondes de Madame Fiat, si vous le permettez. Ah non, je ne le permets pas, non. Ben, si, je voudrais quand même mentionner la clause de conscience. Si vous réduisez Madame Fiat à 30 secondes, ça m'ennuie déjà. Alors, je prends une minute. La clause de conscience. Non, chers collègues, il y a 16 questions de députés, donc j'aimerais, puisque nos conventionnels doivent absolument partir à 16h, et j'en ai pris l'engagement que nos collègues députés puissent poser leurs questions. On n'a pas de mandat, vous voyez, on parle que pour soi. Mais notez-le quand même. Madame Maillard-Ménury. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, évidemment, saluer votre travail les uns les autres, et puis vous dire plus personnellement à quel point j'ai été vraiment ravie de voir qu'une convention citoyenne mettait à jour des travaux et chacun dans son rôle. Moi, j'ai expérimenté en tant que parlementaire la convention citoyenne sur le climat et on a d'une certaine façon rodé un petit peu le... Vous vous souvenez? Donc là, j'ai trouvé ça remarquable. Si bien que j'ai même pas lu vos conclusions, j'ai lu dans la presse et pour ne pas être à la fois influencée et en même temps en observant la qualité et la foi que j'ai profondément à la démocratie participative pour l'avoir bien sûr accompagnée dans d'autres occasions. Donc ma question, elle ne sera pas sur le fond, elle ne sera pas sur vos positions et je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du projet de loi. En revanche, j'ai envie de vous demander, Madame Toury et Monsieur le Président, sur la forme, comment avez-vous réussi à faire que ça a bien fonctionné et comment avez-vous amené probablement certains des citoyens, citoyennes de cette convention à évoluer dans leurs avis. Voilà, comment vous avez organisé les auditions et comment vous êtes monté un petit peu peut-être par seuil ou autrement, en tout cas dans l'éveil des consciences sur un sujet aussi difficile et qui est centré sur l'éthique. Et autant vous dire que c'est des sujets aussi durs pour vous que pour nous. Madame Christol. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, effectivement, saluer le travail exceptionnel que vous avez fait, les 184 citoyens, les 105 propositions et les 65 votés. Et repartir sur vos propos, Madame Castel. Vous avez précisé dans votre prise de parole qu'il fallait accompagner les patients dans une procédure collégiale et pluridisciplinaire avec un suivi à l'accompagnement des professionnels. C'est une question précise que j'aimerais vous poser, c'est que donc vous avez considéré que la famille ne doit être impliquée que sur la demande du patient, que la quasi-totalité de vos éditions montre bien que les parties prenantes sont contre l'implication des proches dans l'administration de la substance létale. Considérez-vous donc que c'est une implication en matière d'accompagnement ou d'administration de la substance létale dont vous parlez, et dans quel cas un proche devrait vouloir administrer la substance létale? Je vous remercie. Merci. Je propose de répondre à cette première série de questions. Alors peut-être, Monsieur Martin, pour éviter tout malentendu, tout à l'heure, dans la deuxième partie de mon propos, je parlais de ma position personnelle. En l'occurrence, je suis dans le groupe d'opinion plutôt privilégiant le suicide assisté avec euthanasie en matière d'exception. Dans la mesure où, quelque part,
finalement, on a des droits et des devoirs en tant que citoyen. S'il y a une loi sur une possibilité d'aide active à mourir, on va privilégier le fait que la personne soit autonome aussi, tant qu'elle puisse l'être. Pour ça qu'il faut effectivement, pour des raisons d'équité, imaginer aussi une euthanasie potentielle. Mais voilà, je suis plutôt sur le registre en tant qu'aide active à mourir du suicide assisté. Madame Castel. Alors, pour les conditions d'accès à l'aide active à mourir, moi, c'est vrai que elles sont très restrictives, donc je ne peux que m'en réjouir parce que ça enlève beaucoup de craintes. Donc, les conditions d'accès proposées dans le projet de loi me paraissent pertinentes. J'ai juste un doute sur le moyen terme qui me paraît compliqué à discerner. Que veut dire le moyen terme? Donc ça peut être une de mes craintes à ce sujet-là. Et si je veux enchaîner sur la place pour les directives anticipées, le risque que j'y vois, si je prends un exemple très concret d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer, si elle dit le jour où je ne reconnais plus mes enfants, je veux bénéficier d'une aide active à mourir, le jour où elle ne reconnaît plus ses enfants, mais qu'en fait, elle en est heureuse, c'est difficile pour ses enfants, mais elle ne s'en rend pas compte. Va-t-on vraiment lui administrer cette dose, sachant que c'était écrit dans ces directives anticipées? Encore une fois, je reviens à la question de la souffrance de qui veut-on enlever. Je ne sais pas si je continue sur les autres questions. Sur donc l'administration d'une substance létale par les proches, pour moi, c'est une responsabilité qui ne peut pas être donnée à un proche. Et j'irais même plus loin sur la question de l'administration par quelqu'un du corps médical. À partir du moment où dans le projet de loi, il est écrit qu'il doit y avoir validation, expression de la demande claire de la personne, quel que soit son état de santé, si elle est en capacité d'exprimer sa demande, elle est en capacité d'administrer la substance par un clignement de l'œil. Maintenant, la domotique permet de ça. Donc, je serais même favorable à ce que ce soit uniquement la personne qui puisse s'administrer la substance. Pour le CESE, qui répond, Madame Toury, Monsieur Baudet. Oui. Madame Toury. Oui. Alors sur les conditions de réussite, merci déjà de dire que c'est une réussite, c'est gentil. Voilà. Alors comment on a organisé les choses? Très rapidement, donc c'est 9 week-ends de travail, ça a été dit, sur ces 27 jours en tout, du vendredi au dimanche. Et donc de manière théorique, je dis bien ça d'abord, l'intention était d'organiser ces 9 week-ends en 3 phases. Une première phase d'appropriation et de rencontre, donc arriver au CESE, le Palais d'Iéna, ça reste un endroit impressionnant. Voilà, expliquer quelle est la fonction du CESE, c'est aussi bien d'ailleurs, mais surtout expliquer clairement aux citoyens pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas là. Autrement dit, on en a peut-être fait un peu trop, mais on a tout de suite dit aux citoyens de la Convention, ce n'est pas votre responsabilité de faire la loi, ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Et en même temps, disant ça, c'est peut-être aussi un facteur de réussite, parce que, enfin là je parle un peu pour vous, mais moi je l'ai ressenti comme ça, c'est peut-être un facteur de réussite parce que disant ça, on demande à des citoyens d'être ce qu'ils sont. Et alors ça fait un peu mauvais slogan, je suis désolée, mais c'est quand même ça. Vous êtes des citoyens tirés au sort et on ne vous demande pas d'être autre chose. Vous n'êtes pas les grands sages du CCNE, vous n'êtes pas les parlementaires, vous n'êtes pas le gouvernement, vous n'êtes pas là en tant que soignant, même si vous pouvez l'être par ailleurs, vous n'êtes pas des militants, vous n'êtes pas en tant que militants, vous êtes là parce que vous êtes vous. Et donc votre diversité, c'est ça qui nous intéresse en fait. Et c'est le fait que vous soyez vous-même dans votre diversité qui va faire que cet exercice pourra fonctionner, à condition, et c'est un des facteurs très importants, je crois, à condition de beaucoup travailler. Et pardon, je répète tout le temps ce truc, mais je pense que ça s'est un peu frappé au coin du bon sens, mais ça ne mange pas de pain. C'est pas magique. Ce qu'on a vécu, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas un truc un peu fort là qui a fait que il y a une émulation qui a pris. Il y a des méthodes, voilà, mais il y a surtout beaucoup de travail. Ça veut dire qu'il y a 184 citoyens, plus tout un dispositif autour qui a convergé vers un objectif commun qui était la réussite de cette convention, quelle que soit la réponse sur le fond. Sur la forme,
je pense qu'il y avait une responsabilité très grande de toutes et tous de se dire on ne peut pas se planter. La fin de vie, quel que soit ce qui dégagera à la fin, est un sujet trop important pour que ce ne soit pas une réussite. La démocratie est un objet et un sujet trop important pour que ce ne soit pas une réussite. Et donc, on ne prétend pas tout régler, mais là où on se trouve, on va faire du mieux qu'on peut pour que cet exercice soit le plus remarquable possible. Et donc, pour le faire, il faut beaucoup travailler. Ça, c'est clair. Et donc, je pense qu'on l'a fait beaucoup. Il faut, je pense, assumer... Alors, il y a le sujet, mais là, je vous parle de la forme. Mais il faut assumer qu'on ne sait pas tout. Et aussi bien en tant que citoyen, enfin, on est tous des citoyens, mais pardon, c'est des abus de langage, mais en tant que citoyen participant à la Convention qu'en tant qu'organisateur. Donc il y a des fois où on arrive en étant absolument sûr de nous, avec des convictions fortes, et puis assez vite, on se rend compte que la démocratie étant une matière organique, ça ne marche pas. Et donc du coup, on se réajuste. Et donc ça aussi, ça a été un exercice. Alors au début, ça fait bizarre hein, de se réajuster tout le temps, on a l'impression qu'on n'est pas très bon dans l'anticipation. Et puis à la fin, on se dit que ça fait aussi partie des ingrédients de réussite de ce type d'exercice, c'est d'accepter qu'on doit se réajuster en permanence. Et troisième point, et ça je le dis parce qu'on l'a fait, on l'a refait, et je pense que c'était très important, quand on fait une erreur, parce que ça nous est arrivé en tant qu'organisateur, on s'excuse. On l'assume. On dit qu'on a fait une erreur et on s'excuse. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que ce qui fait que ça a marché, c'est à la fois le cap commun, mais surtout la confiance qu'on a tous mis entre les uns et les autres. Et pareil, comme le reste, la confiance, c'est pas magique. C'est un truc qui se travaille en permanence. Et donc ça implique de partager ses doutes, aussi bien sur le fond que sur la forme, de partager ses doutes, de partager ses difficultés. Ça fatigue aussi parfois, parce que c'est fatigant. Et puis aussi d'assumer ses erreurs, parce que parfois on en fait. Mais bon, l'erreur est humaine, et encore une fois, c'est un exercice démocratique qui, par définition, est composé d'humains. Donc voilà ce que je pourrais dire sur les ingrédients. Si vous le permettez, j'ajoute un mot, Madame la Présidente. Moi, j'ai été élu il y a 3 ans à la suite... pour mettre en œuvre la loi organique de 2021 et pour assurer la réussite de la Convention citoyenne et plus globalement des opérations de participation citoyenne que nous organisons, j'ai souhaité modifier l'organisation du Conseil et nous avons acquis un certain nombre de compétences que nous n'avions pas avant. C'est-à-dire qu'il y a une direction de la participation citoyenne, on a acquis des compétences que nous n'avions pas, on a formé beaucoup d'agents, notamment les administrateurs. Je voulais insister là-dessus parce que c'est un élément important. Vous avez posé une question sur le coût de la Convention citoyenne. Pardon, je n'ai pas... le chiffre n'est pas exact, donc je pourrais vous donner le chiffre exact. C'est de l'ordre de 5 500 000 euros, 5,5 millions. Dans ces 5,5 millions d'euros, pour l'essentiel, ce sont les transports, les hébergements, la restauration des citoyens, auxquels s'ajoute la rémunération d'un certain nombre de prestataires. Et j'ajoute un point qui est important, les citoyens sont indemnisés. Donc ils ont une indemnité de 95 € bruts par jour. Si certains citoyens se retrouvaient dans une situation de perte de revenus professionnels, ce qui peut arriver dans un certain nombre de situations professionnelles, imaginons des artisans par exemple, s'ajouter 11 € bruts par heure de travail perdu. Donc, et ça m'amène à dire, moi je pense que ce dispositif est très intéressant et que pour le pérenniser, nous aurons à réfléchir à un statut du participant citoyen. Et puis, tout dernier mot, vous avez parlé du prochain thème d'une convention citoyenne. C'est juste un clin d'œil pour rappeler que le Parlement peut saisir lui aussi le CESE, le cas échéant. Donc, n'hésitez pas. Merci de cette petite opportunité saisie, Monsieur le Président. C'est pas un message subliminal, il était très clair. On va passer aux questions des parlementaires. Alors, je vous rappelle, chers collègues, merci de préciser à qui cette question s'adresse. Je suis sûre que ça ne va pas être fait. Et de respecter la minute. Là aussi, je suis sûre que ça ne va pas être fait. Sauf par le premier interlocuteur, qui est quand même celui qui respecte la deuxième condition et jamais la première. Monsieur Pont.
Merci Madame la Présidente. Ma première question va s'adresser à Madame Bastel, à Monsieur Poncet. Une question un peu personnelle, c'est-à-dire est-ce que vous aviez a priori des idées? Est-ce que les discussions vous ont conforté ou pas dans votre décision finale? Et une question un peu plus générale, Madame Toury à Monsieur Baudet, est-ce que dans la Convention, il y a des personnes qui ont changé d'avis et quelle est leur proportion? Comme il me reste quelques secondes, Madame la Présidente, je vais poser une question qui m'est suite à une chose qui m'est restée à travers de la gorge. Voilà, je voudrais avoir votre opinion sur des personnes qui disent que ce projet de loi est un permis de tuer. Merci. Monsieur Legendre. Merci Madame la Présidente. À clin d'œil et demi, la qualité de votre travail nous oblige. Le Parlement ne peut pas faire moins bien que vous. Et bien sûr, je suis sûr qu'il fera encore mieux dans les semaines et les mois qui viennent. Une question au président Baudet qui complète ce qu'il a dit sur la capacité de renouveler l'exercice. Est-ce que vous souhaiteriez, maintenant qu'on commence à avoir une bonne expérience des conventions citoyennes, que nous les intégrions de façon, j'allais dire, institutionnelle dans l'architecture de la fabrication de la loi, au-delà de la faculté que vous avez rappelée, qui est très juste, que le Parlement a de vous saisir pour organiser une telle convention. Si oui, de quelle manière souhaiteriez-vous qu'on le fasse? Et est-ce qu'il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres? Est-ce qu'il surtout il y a des sujets qui ne s'y prêteraient pas du tout? Je vous remercie. Monsieur Benz. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Thierry Baudet. La ministre Vautrin nous a dit lundi que le projet de loi actuel du gouvernement n'était pas un texte sur l'euthanasie et le suicide assisté. D'ailleurs, ils ont fait le choix sémantique, terminologique, d'utiliser le terme « aide à mourir ». Nous, on considère que c'est un choix terminologique mensonger qui n'est pas dans la transparence et la vérité. Alors, du coup, je vais vous poser une question un peu à contre-pied. Vous, votre rapport, le rapport de la Convention citoyenne, il cite 200 fois le terme suicide assisté, 200 fois le terme euthanasie. Je vous pose une question, alors elle est peut-être un peu ironique, mais n'êtes-vous pas, au final, après ce travail de 5,5 millions d'euros tout de même, vous venez de le préciser, n'êtes-vous pas finalement déçu que le gouvernement, dans son projet de loi, balaye l'ensemble du travail, puisqu'il ne correspond en rien, sur les termes, à ce que votre rapport de convention émet et propose? Je vous remercie. Madame Hamelé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ma question s'adresse également à Monsieur Baudet. Le président Macron a affirmé, avant même que la Convention ne soit réunie, nous le ferons. Vous-même, Monsieur Baudet, président du CESE, vous êtes également prononcé pour l'euthanasie. Alors, ça donne vraiment le sentiment que, dès le début, le débat est orienté. Ensuite, vous avez effectivement tiré au sort 185 personnes qui ont été choisies. Sur ces 185 personnes, il y a quand même 40 personnes qui se sont adressées au Figaro en envoyant un courrier pour dire, je les cite, « On se sent manipulé car le débat n'est pas du tout ouvert, on nous impose des choses ». Alors, comment expliquez-vous ces propos? Et ma dernière question, combien y avait-il de médecins dans cette convention citoyenne? Voilà, je vous remercie. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Je tiendrai un des deux engagements, celui du temps, avec une interrogation concernant un des éléments du rapport de la Convention que vous avez rendu. Lorsque vous posez la question des modalités de financement et vous pointez les risques en matière de financiarisation à la fois des centres de soins palliatifs et de tous les espaces d'accueil des personnes en fin de vie, quelles ont été les options, les hypothèses mises sur la table pour lutter à la fois contre ce niveau de financiarisation de concentration d'un côté et d'autre part pour peut-être avancer d'autres modalités par lesquelles on pourrait financer, abonder en matière budgétaire ces centres pour être au plus proche des besoins des populations. Madame Simonet, pour 10 secondes. Je n'en ferai que 15. Vous me croyez, hein? D'abord, bravo aux 184 citoyens pour vos travaux et l'expérience démocratique si instructive dans tant de domaines. Ma question, elle s'adresse d'abord au CESE, puis à la Convention citoyenne. Que pensez-vous de l'idée de créer une mission d'observation, un observatoire de la fin de vie qui s'ajouterait à la commission qui est déjà prévue à l'article 17? Un observatoire pourrait produire un rapport
je dirais, quasi sociologiques présentés chaque année devant le Parlement, dans le cadre, par exemple, de nos semaines de contrôle. Je pense que ça pourrait être utile parce que ça permettrait un regard social éclairé sur la façon dont l'aide à mourir se réalise, les potentielles disparités, soit géographiques, soit de temps, et en même temps d'analyser plus finement d'un point de vue social. Bien sûr, ces travaux permettraient aussi de voir l'évolution de l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire et par l'ensemble des publics. Et cet observatoire et ses conclusions annuelles, ça peut aussi être une garantie qu'on maintient une attention et qui peut aussi aider pour toutes celles et ceux qui ont des craintes sur les dérives physiques ou sociales. Et est-ce que, pour les 184 citoyens, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile qu'il y ait une clause de revoyure de la Convention citoyenne 1 an après la mise en application de la loi pour justement avoir ce regard-là? Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, la question s'adresse au conventionnel. En fait, lorsque vous avez réalisé votre rapport, vous avez demandé un accompagnement médical et psychologique complet. Or, le projet de loi ne le prévoit pas. De la même manière, la Convention souhaitait une validation du suivi, donc du suicide assisté ou de l'euthanasie, par une procédure collégiale et pluridisciplinaire. Ça aussi, ça n'est pas dans le projet de loi. Et puis ensuite, vous y faisiez également référence, vous étiez un quart de conventionnel, à formuler un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations, aujourd'hui, et les garde-fous que vous souhaitiez voir, ne figurent pas dans le projet de loi non plus. Comment réagissez-vous au fait que ces éléments qui avaient été largement argumentés au cours de la Convention, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans le projet de loi? Je sais bien que le gouvernement n'est pas obligé de reprendre ces éléments. Il y a là un écart assez important. Comment réagissez-vous à cet écart entre ce que vous préconisiez dans sa plénitude et puis, je dirais, ces importantes limites que l'on retrouve aujourd'hui dans le projet de loi qui dénaturent très fortement les travaux de votre Convention? Monsieur Juvin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Baudet, il y a beaucoup de députés qui sont allés visiter des unités de soins palliatifs pour se faire une idée, voire même voir des sédations profondes. Est-ce que vous savez combien de conventionnels ont eu l'occasion, durant les travaux, de visiter les unités de soins palliatifs ou de voir une sédation profonde? Deuxième question, peut-être Madame Castel. Si on vous diagnostique un cancer, ou un de nous, en fait, le traitement ne va pas être mis en route par un seul médecin. Il va être mis en route par ce qu'on appelle une RCP. C'est une réunion de coordination pluridisciplinaire où siègent une dizaine de médecins, un chimiothérapeute, un radiothérapeute, un psychologue, enfin, plein de monde. Et ils vont prendre une décision collégiale ensemble. C'est ça qui fait que vous soyez à Lyon, à Ajaccio ou Marseille, vous aurez le même traitement du cancer. En France, c'est très au point grâce à ça. Et effectivement, votre convention a souhaité que la validation soit soumise à une procédure collégiale et pluridisciplinaire, en fait identique à la RCP du cancer. Or, ça ne sera pas le cas puisque le demandeur ne pourra ne voir qu'un seul médecin qui pourra certes demander un avis, un avis, mais vous ne verrez physiquement qu'une seule personne. Est-ce que vous considérez qu'il y a de la collégialité? Et troisième question, il s'agit d'une question que je pose à Monsieur Poncet. Imaginons que je sois le frère de Madame Lebaudot, Firmin Lebaudot. Je tombe malade. Non, je suis très sérieux. Je tombe malade. Et il me faut, parce que j'ai une insuffisance rénale et j'ai besoin d'un rein. Elle peut me donner son rein. C'est ce qu'on appelle le don intrafamilial, le DIF. Mais pour être certain qu'elle le fait volontairement, qu'elle n'est pas soumise à des pressions, en fait, elle doit se présenter devant un juge qui va faire ce qu'on appelle le recueil du consentement. Il ne s'agit pas d'un tribunal, d'un juge. D'ailleurs, il n'y a pas d'appel. Recueil de consentement, il s'assure que les droits sont respectés, les conditions sont respectées. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait une solution? Le recueil du consentement, ça peut se faire en quelques jours. Et ça serait un élément de contrôle, pour le coup, a priori, et pas a posteriori, puisque Madame Castel a montré qu'à posteriori, c'était compliqué de revenir en arrière. Tout ça sous réserve de compatibilité, Monsieur Juvin, si je peux me permettre. Je n'ai aucun doute là-dessus, Madame le Monsieur Turquois. Merci Madame la Présidente. Je vais quand même me joindre aux félicitations qui ont été faites à l'égard du CESE parce que je pense que la qualité de ce que vous avez pu faire a contribué à donner de la sérénité sur ces débats qui sont forcément compliqués et à donner de la sérénité parce que peut-être que le format, une semaine où l'Assemblée ne siégeait pas, mais au-delà des positions qui sont très différentes, il y a eu, j'ai assisté à pas mal d'auditions, un débat serein, respectueux, à l'écoute. Et c'est plutôt l'exception à l'Assemblée et parfois je le regrette. Donc je trouve que ça a mis ce débat sur des bonnes bases. Maintenant, je me tourne vers les deux conventionnels. Il y a un côté
curiosité. Au tout début, comment vous avez été alerté par le CESE? Est-ce que c'est un appel « Allô, c'est le CESE » ou un courrier? Parce que 10 minutes avant l'appel ou avant le courrier, a priori, vous ne deviez pas voir ce sujet-là dans votre quotidien. Donc, comment vous l'avez pris? Est-ce que c'est un sujet qui vous animait particulièrement avant ou pas plus que ça? Tout un chacun, je pense, on y réfléchit. Je serais curieux de savoir comment vous avez reçu la nouvelle et la proposition. Et puis, une question à chacun d'entre vous, parce que on a bien perçu vos différences. Moi, je suis plutôt favorable à une évolution vers l'aide médicale, mais au vu des auditions, j'ai 3 sujets. C'est la question des directives anticipées qui n'est pas retenue dans le projet. Je trouve que c'est une forme de questionnement par rapport à l'autonomie des personnes. La question de la collégialité, Monsieur Juvin l'a évoqué, elle me semble, à mon sens, limitée dans le texte. Comment vous le voyez? Et la question du moyen terme. Monsieur Panifous. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Toury. Vous remercier à mon tour pour le travail à travers vous et tous les autres, le travail effectué et ce que ça a pu apporter à notre réflexion. J'imagine que c'est pour vous une fin de cycle, un moment un petit peu solennel. Je le partage avec vous. Une autre phase va démarrer aujourd'hui, mais elle est possible grâce en partie à votre travail et pour ça, merci. Les auditions que vous avez pu réaliser, comme certains que nous avons réalisés, nous, parlementaires, et nous avons eu l'occasion déjà de vous auditionner dans le cadre de groupes d'études ou groupes de travail, ces auditions que vous avez faites, que nous avons pu faire avant celle-ci, celle de cette semaine, ont été faites sans le texte de loi, sans le projet de loi. Et la question que je voudrais vous poser, c'est, j'imagine que vous avez suivi cette semaine, de plus ou moins près, cette semaine d'audition, si vous aviez, vous aussi, perçu une subtile différence, ou plus que ça, sur la position des uns et des autres au regard du texte de loi, entre les auditions qui ont eu lieu avant la sortie du texte et les auditions que nous avons eues cette semaine. Merci, mes chers collègues. Il reste 6 questions. J'ai fait une promesse de libérer, j'allais dire, nos amis du CESE au plus tard à 16h, 16h10, ce sera 16h10. Donc, merci de faire vite. Ils m'ont donné jusqu'à 16h15. Donc, Allez, Madame Rilhac. J'ai bien compris que c'était moi la suivante pour le rappel à l'ordre sur l'horaire. Merci Madame la Présidente. Donc je vais essayer d'être rapide, brève et concise. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur Poncet et à Madame Castel. Vous avez dans le rapport mis 2 points en exergue. 1, renforcer la formation des professionnels de santé et 2, développer la fin de vie à domicile. Donc ma question arrive sur la formation des infirmiers et infirmières à domicile. De votre réflexion, devront-ils, selon vous, passer la formation IPA? Peut-on envisager à ce moment-là plutôt une formation un peu plus spécifique? Y a-t-il moyen un recours à la VAE? Ce sont des questions que je me pose, que je vous pose. Et un petit point très rapide, qu'en est-il de l'accès de l'aide active à mourir pour les mineurs? Est-ce que vous en avez débattu? Est-ce que vous avez déterminé si cela était possible? Comment vous êtes-vous posé cette question? Je vous remercie. Madame Vidal. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je voudrais saluer le travail du CESE. Je voudrais vous remercier les deux conventionnels pour la présentation des travaux et pour être allés au-delà en nous présentant tous les deux l'approche du projet de loi. Ma question va s'adresser plus particulièrement à Madame Castel. Vous avez abordé 3 points qui, pour moi, sont des points fondamentaux, essentiels. Quelle souffrance veut-on arrêter? Celle de la personne qui a fait la demande, peut-être, éventuellement, celle du proche qui peut être à bout, lui aussi ou elle aussi. Comment s'assurer que la pression morale, sociale, médicale n'existe pas pour la personne qui fait la demande? Et vous avez évoqué un éventuel lien avec le grand âge. Donc, ce sont des points fondamentaux et j'aimerais savoir si vous avez pu aborder ces points de manière assez dense, être allé peut-être au bout, non, parce que je ne pense pas qu'on puisse aller au bout de ces questions comme cela, mais en tout cas, est-ce que vous avez pu, au sein de vos travaux, aborder ces questions et comment ces questions ont-elles été perçues, reçues et quelles en ont été les conclusions? Merci. Madame Loire. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Baudet. La question de la fin de vie ne peut ni se doit se résumer à l'opposition entre soins palliatifs et aide active à mourir. Nous sommes d'accord là-dessus.
Nous allons bientôt débattre en hémicycle de cette question. Nous ne sommes pas tous convaincus que nous allons apporter l'euthanasie comme réponse à l'offre de soins de fin de vie, alors que nous devons urgemment renforcer et doter tous les départements de soins palliatifs. Monsieur le Président, ma question est simple à la suite. Croyez-vous humblement que l'euthanasie que vous nommez en ce sens, je vous remercie de le faire, là où le texte ne le fait pas, soit l'évolution nécessaire à la loi actuelle encore inconnue? Merci. Madame Boulou. Merci Madame la Présidente. La question s'adresse à Monsieur Poncet. Vous avez évoqué votre maturation pendant la durée de cette convention citoyenne et vous avez fait référence au progrès de la médecine et notamment l'allongement de la fin de vie, l'allongement de la durée de vie. Mais ce projet de loi n'est pas en faveur de la fin de vie des personnes âgées, il concerne bien une demande d'une personne malade, incurable, avec un pronostic vital engagé. Et nous recevons nous-mêmes nous sommes pas mal interpellés en disant vous allez tuer tous les vieux avec cette loi. Donc je voudrais que vous me reprécisiez un petit peu quels ont été les échanges pendant cette convention et comment vous voyez un peu la personne âgée, la fin de vie de la personne âgée. Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente. D'abord, bravo à tous, parce que moi j'étais comme Olivier Falorni, pas très enthousiasmée à l'idée d'une convention. Et véritablement, vous avez fait bousculer mes certitudes aussi pour arriver à vous féliciter sur le travail mené. J'avais une question par rapport à la méthode sur est-ce que vous avez eu des difficultés à travailler en groupe et à prendre cette décision commune? La deuxième question, c'est je renforcerai les questions de ma collègue sur le développement de l'activité à domicile auprès des patients et la formation des soignants, mais aussi l'accompagnement des aidants. Et pour terminer, Monsieur Vigier. Merci Madame la Présidente. Bravo. Ça me rappelle, il y a 10 ans, certains voulaient supprimer le CESE. Il y a moins de 10 ans, il y a eu une autosaisine avec 500 000 personnes et le CESE n'avait pas pu s'emparer d'un débat de société. Je pense que ça appelle chacun à réfléchir sur le rôle que vous pouvez jouer et que vous venez de jouer à l'instant. Sur les questions, très simplement, la première, c'est qu'est-ce qui, par rapport à ce texte, je dis ça pour les conventionnels, vous paraît comme une présence plutôt anormale et quelle est la plus grande insuffisance? La deuxième question, comment, pendant le travail parlementaire qui va avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat, vous allez faire vivre avec vos conventionnels le suivi de ces travaux? Je ne suis pas dans l'évaluation, mais dans le suivi, pour pas qu'il y ait cette frustration, pour répondre au président qui parlait d'appropriation. Et la troisième question est plus générale. Est-ce que vous ne croyez pas que dans cette société qui manque de confiance, est-ce que vos conventionnels sont sortis plus avec de la confiance dans l'action publique, dans leur implication, ou alors ils sont plus dubitatifs à la sortie? Merci. Il est 15h50, sachant que vous êtes 4, que 16h10 est dans 20 minutes. Vous avez chacun 5 minutes pour répondre à toutes les questions qui vous ont été posées. C'est bien ça? Écoutez, je propose. Allez, Monsieur Baudet, c'est à vous. Je propose que l'on commence avec Claire Toury pour laisser naturellement les mots de la fin aux deux citoyens. Moi, je voudrais commencer par répondre à une question qui m'a été posée sur ma position personnelle. Ça va être l'occasion, si vous le permettez, de faire un tout petit détour en 2 minutes pour vous expliquer ce qu'est le CESE et comment ça fonctionne. Le CESE, aujourd'hui, ce sont 175 conseillères et conseillers représentant 82 organisations de la société civile, des employeurs, des représentants des syndicats, des acteurs de la cohésion sociale et territoriale, des acteurs du monde de l'environnement. 82 organisations engagées dans la société qui portent des convictions, qui portent des intérêts collectifs. Et figurez-vous, Madame la députée, que lorsque nous entrons au CESE, nous ne laissons pas au vestiaire les convictions qui sont les nôtres. Nous sommes précisément là pour ça. Nous avons été nommés parce que nous portons des convictions et des engagements. Alors, ça fait, Madame la députée, que lorsqu'on commence à travailler sur un sujet, nous assumons le fait que nous regardons le monde depuis des points de vue différents, avec des intérêts collectifs qui peuvent être différents, qui peuvent être divergés. Et toute l'énergie que nous la mettons pour essayer de converger, de trouver des voies de passage sur des
sujets qui sont souvent difficiles. Les sujets de notre monde sont difficiles et nous essayons encore une fois de mettre toute notre énergie plutôt à converger plutôt qu'à diverger, à se séparer ou à polariser. Et donc, ce que vous semblez percevoir comme pouvant être une difficulté, en réalité, c'est la singularité et la force du CESE. Donc, effectivement, moi, j'ai été désigné au titre de la mutualité française. La mutualité française porte des convictions que je porte. Maintenant, lorsque j'ai été élu président du CESE et lorsque nous avons été saisis d'une convention sur la fin de vie, j'ai considéré que j'ai une certaine éthique de la responsabilité et je me suis donc immédiatement déporté et à aucun moment je ne suis intervenu sur le sujet. Maintenant, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Le président du CESE, il est là pour vous dire comment ça a fonctionné. J'ai des convictions personnelles. Si à un autre moment vous voulez auditionner le mutualiste que je suis, je viendrai vous présenter mes convictions en tant que mutualiste. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question sur les mots. Sur les mots, moi je pense que d'une manière générale, dans la vie ordinaire, si on veut se comprendre, il faut des mots pour dire, pas des mots pour cacher. Et je pense que les citoyens ont utilisé les mots que jusqu'à présent les Français utilisent. Euthanasie, suicide assisté. Maintenant, si vous me demandez un avis personnel, je considère que ces mots-là peuvent avoir une résonance forte, douloureuse, près d'un certain nombre de personnes qui ont été confrontées à des situations de fin de vie assez terribles. Alors, à titre personnel, tant qu'il n'y a pas d'autres mots, j'utilise les mots qui sont à ma disposition, mais je me souviens qu'une ministre précédemment avait imaginé qu'un travail sur un lexique de la fin de vie pouvait être intéressant. À titre personnel, je continue de penser que ce travail sur un lexique de la fin de vie pourrait être intéressant pour trouver les bons mots. Si ces mots-là sont trop connotés, peuvent en renvoyer des choses très douloureuses. Et donc, je pense que c'est important. Sur les conventions citoyennes d'une manière générale, faut-il un peu les généraliser? Moi, je pense que ce que je comprends à travers cette convention citoyenne, c'est que souvent dans notre pays, on parle d'une crise de la démocratie qu'on mesure notamment au taux d'abstention. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas confondre l'abstention avec l'envie de nos concitoyens d'être acteurs des sujets qui les concernent. Jamais nos concitoyens n'ont autant eu envie d'être acteurs des sujets qui les concernent qu'aujourd'hui. Et je pense que d'une certaine manière, dans une démocratie moderne, on ne peut pas réduire le citoyen à l'électeur. Et il faut faire démocratie entre deux élections. Et la Convention citoyenne est un instrument possible parmi d'autres pour permettre à des citoyens de contribuer, encore une fois, à la construction de la décision. Ça a été dit à plusieurs reprises, naturellement, le dernier mot appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Le dernier mot vous appartient. Mais je crois que la qualité du dernier mot dépend beaucoup de la qualité des premiers mots et que les premiers mots peuvent être enrichis de la contribution des citoyens, de la contribution de la société civile organisée. Donc je crois effectivement qu'on a intérêt régulièrement à continuer à explorer cette piste des conventions citoyennes. Qu'est-ce qu'un bon sujet de convention citoyenne? Je n'ai pas de certitude absolue. Je pense qu'un bon sujet de convention citoyenne, c'est un sujet où, au début, il y a des perplexités, des controverses, des dilemmes. Je reprends les mots de Claire Toury qui indiquaient combien les citoyens ont su poser les controverses. Donc des perplexités, des dilemmes, des controverses et potentiellement un point de sortie. Donc c'est autour de ça qu'il faut réfléchir. Compte tenu du temps imparti, je ne vais pas dans une liste de sujets. Mais je crois que voilà comment je le comprends et je le conçois. Claire, il ne reste plus que 3 minutes.
Bah, vous êtes sympa. Bon, je vais vite. Alors, pour répondre à vos questions, donc, les citoyens n'ont pas assisté à une sédation profonde et continue. Par contre, ils ont auditionné des spécialistes qui sont venus raconter un peu dans le détail comment ça se passait, parce que justement, à certains moments, et c'est ce que je disais un peu sur le fait que on avance en marchant dans ce type d'exercice. À un certain moment, les citoyens nous ont interpellés sur le fait qu'ils étaient perdus sur cette notion de sédation profonde et continue, quand l'utiliser, comment ça fonctionnait, etc. Donc on a organisé des sessions d'audition supplémentaires pour essayer de répondre à ce point-là. Sur les visites de soins palliatifs, là je ne peux pas vous donner un chiffre très précis, mais au moins 40 citoyens ont visité les soins palliatifs, ça c'est sûr. Sans doute plus, mais je ne peux pas vous donner un chiffre précis pour le moment. Sur la question du est-ce que certains ont changé d'avis ou pas, on a fait un choix au départ de ne pas demander aux citoyens ce qu'ils pensaient en arrivant. Alors, vous allez me dire qu'on a loupé un truc, mais bon, ce n'était pas notre travail de CESE. Les chercheurs étaient là en tant que... Et ah oui, on ne l'a pas dit, pardon, très important, des chercheurs observateurs ont couvert toute la Convention citoyenne et sont en train de produire des travaux scientifiques justement pour documenter l'exercice et pour répondre à ce type de questions. Mais nous, en tant que CESE, organisateurs, on a choisi de ne pas le faire pour n'enfermer personne. Donc je ne peux pas vous répondre, je peux vous dire comment moi, ce que j'ai pu observer, mais ça reste une intuition. J'ai vu certains citoyens changer d'avis. Je ne suis pas certaine d'avoir vu quelqu'un là, passer là. Je pense pas que, enfin, bon, c'est pas très explicite ce que je dis quand je le dis comme ça, mais il n'y a pas eu un virage à 180 degrés. Par contre, il y a eu des ajustements, des positions plus nuancées, se mettre à la place de l'autre. C'est ça, en fait, c'est ça qui est remarquable. C'est vraiment accepter de venir en étant très à l'écoute de ce que l'autre va dire et de cheminer comme ça. Je voudrais juste, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais juste vous remercier. Oui, je vais le dire après. Mais je voudrais vous remercier très sincèrement parce que quand on a commencé la convention, avant, là, quand on a commencé les exercices de convention, tout le monde me disait « Oh là là, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ne serve à rien ?» La question qu'on me posait tout le temps, première question. Et deuxième question, est-ce que vous n'avez pas peur de l'hostilité des parlementaires ? Et ben moi, je suis super contente parce que ce que j'entends là des échanges qu'on a, c'est que vous reconnaissez quand même l'importance du travail qui a été effectué. Je ne dis pas que vous êtes forcément d'accord avec ce qui a été produit par la Convention, peu importe, mais sur la forme, il y a une reconnaissance de l'exercice de cette Convention et presque du rôle assez majeur qu'elle a joué et qu'elle va continuer à jouer dans la construction de cette loi. Et je trouve que ça, c'est extrêmement puissant parce que ça montre, voilà, encore une fois, que pour construire la décision, à certains moments, ça ne peut pas fonctionner dans une salle, à quelques-uns. Et voilà, et c'est intéressant aussi d'aller voir d'autres et de s'enrichir avec d'autres. Donc, c'est une construction singulière, cette loi, enfin, voilà, on peut le dire. Et je vous remercie d'être le moins hostile possible vis-à-vis de nous, même au contraire de reconnaître ce travail qui a été effectué, parce que je pense que ça sera encore plus simple pour la troisième convention. Juste un point sur le Figaro. Ça, c'est un sujet qui m'énerve, je vous le dis, parce que quand on reconnaît les coulisses de l'histoire, c'est absolument pas du ça qui s'est passé. Mais je ne vais pas revenir dans le détail, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, ce que je retiens, tous les gens qui ont cité l'affaire du Figaro, et je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est ce qui s'est passé tout de suite après, ce sont beaucoup ceux qui ont utilisé la forme pour critiquer le fond. Moi, j'ai rien à dire sur le fond. Mais par contre, sur la forme, il y a un truc que je ne peux pas laisser passer, c'est quand on sous-entend que les citoyens ont été manipulés. On a fait des erreurs, je le reconnais. On a pris des mauvaises décisions, je l'assume. On aurait pu faire mieux, sans aucun doute. Est-ce qu'on les a manipulés ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis surtout, dire un truc pareil, c'est me prêter un pouvoir que je n'ai pas et sous-entendre que les gens en face de nous sont assez bêtes pour être manipulés. Donc ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Honnêtement, on avait des gens en face de nous extrêmement intelligents qui se sont dépassés. L'intelligence collective, elle a été là à tous les niveaux. Donc de la manipulation, c'est absolument inacceptable d'entendre un truc pareil. Des erreurs, pas de problème. Oui, mais le Figaro est revenu dessus après, donc enfin bon, il faut raconter toute l'histoire. Et dernier point, le CESE. Mais je vous remercie de ne pas l'avoir supprimé. Je vous remercie parce que quand même, ce que Thierry Baudet a dit, et j'insiste là-dessus. Merci de ne pas l'avoir supprimé, et puis merci d'avoir voté la loi organique de 2021, parce que c'est aussi reconnaître la méthode CESE, qui est une méthode éprouvée depuis l'après-guerre. Quand je dis que c'est pas magique, c'est qu'il y a un travail
colossal qui est effectué dans cette maison depuis l'après-guerre. Et la méthode CESE, c'est quand même mettre autour de la table des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne pensent pas pareil, qui n'ont pas forcément la même grille de lecture du monde, mais qui, pour l'intérêt général, décident de se dépasser un peu pour essayer de construire des horizons communs et partagés. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait avec cette convention citoyenne, et ça, c'est grâce à la méthode CESE. Donc, surtout, continuez à le défendre. Merci. Madame Castel. Alors, je vais essayer de faire chronologique. Donc, l'appel du CESE, j'étais en train de déménager, je portais un canapé et mon mari m'a maudit de décrocher mon téléphone à ce moment-là. Et après, il m'a forcé... Non, il est pas tombé. Et après, il m'a forcé à dire oui, bien sûr, les enfants, c'est pas grave, on se débrouille. Et c'est sur 9 week-ends, oui, c'est pas grave, on se débrouille. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et a posteriori, j'ai cru que c'était une blague jusqu'à ce que j'ai vraiment reçu le mail de validation et que j'allais vraiment au CESE. Mon avis au départ, je voulais pas avoir d'avis. Voilà, je suis croyante et donc justement, j'avais pas envie de dire croyante contre. Je trouvais ça un peu facile. Et donc je suis arrivée en ne voulant pas avoir d'avis et en ne surtout pas représentant tous les cathos de Sarthe. Voilà, c'était pas mon objectif. Donc on n'a pas été manipulé dans un sens parce que moi, avec ce que j'ai écouté, bah, j'ai réussi à me forger un bon argumentaire défavorable. Voilà. Concernant l'utilisation des mots sur le fait d'utiliser le terme permis de tuer, moi je suis mère d'enfants en bas âge, je travaille dans le milieu du handicap mental et donc c'est vrai que depuis 1 an, je vulgarise beaucoup ce que j'ai vécu et donc c'est vrai que j'utilise les mots de mort, les mots de souffrance parce que je pense que c'est un sujet qui est trop tabou et donc on essaye de faire cuicui les petits oiseaux, voilà, ça va se passer tout en douceur. En fait, voilà, c'est difficile de dire au revoir, de voir un corps sans vie, de souffrir, d'avoir mal. Voilà, il y a des choses qui sont faites pour, il y a des personnes qui sont là pour accompagner. Voilà, et en même temps, je suis pour l'utilisation du mot mort. Voilà, il fait partie de notre vocabulaire et c'est important de l'utiliser et d'appeler un chat un chat. Voilà, pour les travaux en groupe, c'était pas toujours évident et en même temps, c'était à chaque fois très intéressant. On parle de l'intelligence collective. Quand on voit une personne arriver en face, on va se dire oh bah lui il doit penser ça, et en fait d'arriver à travailler ensemble et de construire un document où en fait on est fier de le signer et on est fier de le porter parce qu'on a travaillé tous ensemble. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était assez extraordinaire. Un moment qui n'a pas été évident, c'est le moment où on nous a demandé de travailler en groupe d'opinion pour forger des arguments. Alors ça aurait pu être plus facile parce que on était tous avec le même avis. Et en même temps, au bout d'un moment, être dans il faut contrer cet argument-là, donc on pourra leur dire ça. Et puis quand ils diront ça, on pourra leur dire ça. J'ai trouvé que ça a donné une atmosphère qui n'était pas celle de la Convention. Et voilà, ça a été le moment un peu plus pesant, le moment où on était dans l'entre-soi des groupes d'opinion. L'idée de l'observatoire de la fin de vie, en effet, moi je pense qu'il faut pousser non pas la commission a posteriori, mais bien faire un observatoire de la fin de vie, ce qui permettrait de développer la recherche autour des soins palliatifs de la fin de vie, de la douleur. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus et évidemment que de créer un observatoire permettrait tout ça. Mes réactions par rapport aux différences entre le rapport et le projet de loi, on nous l'a bien dit, nous ne faisons pas la loi. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée, en effet, d'entendre ça. J'étais là uniquement en mon nom. Il y a peut-être des raisons qui font qu'il y a des différences entre les deux. Mais je me permets encore une fois d'appuyer sur l'importance de la collégialité de la décision parce que c'est ça qui va permettre, je pense, d'avoir un recueil de consentement qui sera le plus fiable possible parce que ce sera plusieurs personnes avec différentes approches qui vont pouvoir entourer la personne qui en ferait la demande. Eh bien, je pense que c'est la formation des IDE à domicile. Je pense qu'il y a des formations en fait de soins palliatifs qui sont faites, qui sont importantes. En effet, le travail à domicile, moi, la vigilance que j'ai, c'est de pas être seule. Donc, qu'il puisse y avoir une formation continue des personnes qui travaillent à domicile et ne pas juste être seule au domicile et accompagner des personnes vers leur mort.
je pense qu'il y a un gros travail de formation continue à faire pour ça. L'influence des proches dans le choix, comment s'assurer que elle n'est pas là. Encore une fois, pour moi, c'est le travail de la collégialité qui permet d'avoir une approche à différents endroits autour de la personne. Et je pense vraiment que c'est quelque chose à prendre en compte. À force de dire à quelqu'un, mais maman, tu vois bien que tu es fatigué, tu en as marre, et que, en fait, qui est fatigué et qui en a marre, telle est la question. Et je terminerai par comment faire le suivi de nos travaux. Moi, je suis assez sereine en fait en vous donnant notre travail. On a bien travaillé. Je suis contente que ce soit terminé parce que ça a été des moments très intenses et je suis sereine de le remettre entre vos mains. La continuité du travail, pour moi, il va se faire en me rendant disponible auprès de ceux qui le souhaiteront pour pouvoir expliquer nos travaux, témoigner de ce qui a été la convention. Et puis, toujours ce travail de vulgarisation, que ce soit de la fin de vie, du projet de loi, de la convention citoyenne, essayer de le dire avec des mots simples pour que ce soit accessible à tous. Merci à tous. Monsieur Poncet. Alors, je vais me permettre de vous renvoyer, mesdames, messieurs les parlementaires, au travail que vous avez à faire, parce que sur toutes les questions techniques du projet de loi, je n'ai nulle légitimité aujourd'hui, ex-conventionnelle que nous sommes en fait. Et puis, je ne vais pas avoir absolument le temps. Je vais me concentrer peut-être sur un message de témoignage de mon vécu, puisque pour le coup, personne ne peut parler à ma place. Je parle en mon nom personnel. Évidemment, j'ai été surpris. C'est un coup de fil que j'ai reçu me parlant de convention citoyenne et de fin de vie. Bon, voilà, je suis persuadé qu'il y a des moments, c'est le bon moment. Donc pour moi, au bout de 3 minutes, je me suis entendu dire pourquoi pas participer à cette aventure. Vous savez, on a effectivement moult appels intempestifs, vocation de prospection téléphonique. Et là, j'ai décroché, je ne sais pas pourquoi. Et la personne, je lui ai laissé quand même 3 secondes et j'ai compris que c'était sérieux. Voilà. J'aurais été déçu si au bout de 15 jours, avec le process, les échanges, j'avais été exclu du panel. Mais c'est comme ça, voilà. Donc j'ai pu participer vraiment à ce travail intense. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on est dedans, on s'y intéresse. Et nous avons créé, je vous le disais tout à l'heure, une association à partisane d'anciens conventionnels. Nous sommes une petite centaine pour se retrouver, échanger. On fait de belles rencontres entre nous. Et puis, s'ouvrir un petit peu sur, évidemment, le bien commun. Donc, pour ma part, j'y pensais bien sûr avant. Tout ça n'arrive pas par hasard, mais c'était un déclic, même à 62 ans, pour aller effectivement en soins palliatifs, visiter en tant que bénévole à la retraite des gens en souffrance et des gens qui ont simplement besoin peut-être d'une présence parce qu'on n'a pas parlé de la solitude, ou tout à l'heure je l'ai juste évoqué. C'est ça qui me rend triste dans notre société. Le terme fraternité est quand même dans notre devise. Donc il faut arriver à articuler la liberté, l'égalité bien sûr et la fraternité. Et il y a, je crois, 6000 personnes qui sont quand même notamment des bénévoles en soins palliatifs. Le gouvernement veut augmenter ce chiffre et c'est tout un effort collectif qu'il faut que nous fassions les uns les autres, chacun s'occupant déjà peut-être de ses parents, de ses propres parents, mais aussi un petit peu des voisins quand on a la possibilité, c'est-à-dire la santé, l'énergie et puis peut-être une retraite qui va arriver, même si, entre parenthèses, je suis complètement impacté par la réforme, mais je suis dans une espèce d'impasse cette année-là. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Merci. 16h11. Mesdames, Messieurs, merci vraiment très sincèrement d'abord de la clarté de vos propos, des réponses aux questions que vous avez apportées. Je vous souhaite un bon dernier week-end de travail. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, puisque j'aurai l'occasion de venir au nom de l'Assemblée nationale pouvoir échanger avec vous. Un grand merci et bon week-end. Chers collègues, merci à vous pour cette semaine intense. Nos travaux continueront la semaine prochaine. On se retrouve à 16h30 pour la suite de nos auditions avec une table ronde de personnalités.